Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous emploi RH de Bismart. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, 54 heures pour maîtriser la gestion de crise. Oui, ce n'est pas du terrain, ce n'est pas le parcours du combattant, c'est un travail intellectuel avec la société Leadership Experience. On va en parler avec elle dans quelques instants. Smart et réglo, en quoi consiste l'enquête interne en cas de harcèlement moral? On en parlera avec un avocat. C'est souvent technique et très complexe. On fera le point avec lui. Puis Fanny Griesmer, dans sa pause café, sur un ton léger, mais encore, on va s'intéresser à la pause café réellement et au grignotage, justement. Un grignotage un peu trop intensif, va-t-elle nous l'expliquer, pendant le télétravail. Bah oui, le paquet de gâteaux était à portée de main. On en parlera avec elle. Puis le cercle RH, on va s'intéresser à une équation assez complexe, la croissance et l'emploi. Est-ce que lorsque la croissance repart, est-ce que l'emploi suit? On fera le point avec des économistes parce que c'est vrai que le rebond est là, la reprise est là. On fera le point avec eux dans quelques instants et on s'intéressera évidemment à la situation de l'emploi en cette rentrée de septembre. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour terminer notre émission, on s'intéressera au service militaire adapté. 60 ans déjà qu'existe ce SMA en direction notamment des jeunes ultramarins. C'est parfois une deuxième chance pour ces jeunes d'intégrer ce SMA. On en parlera à la fin de notre émission. Voilà le programme. Tout de suite, bien dans son job, on va évidemment gérer les crises. C'est tout de suite. La gestion de crise, on en parle aujourd'hui dans Bien dans son job, c'est un sujet éminemment sensible. Évidemment, personne ne souhaite devoir faire face un jour à ce type de situation, mais parfois cela arrive dans les entreprises et c'est souvent un moment complexe. Benjamin Serp est avec nous. Bonjour Benjamin. Bonjour Arnaud. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de la société Leadership Experience, Lead XP, c'est la marque que vous avez derrière vous. D'abord, je vais vous présenter parce que gérer la crise, c'est un métier. Je précise que vous avez été un militaire, officier de marine, c'est ça Benjamin? Oui, voilà, oui, officier de marine pendant 30 ans. Oui. Voilà. Vous nous parlez de Bretagne, j'imagine, rassurez-moi. Oui, je suis implanté en Bretagne, à côté de Quimper. Alors, vous avez conçu 54 heures, une formation très dense pour maîtriser la gestion de crise, et vous l'avez appelé l'entraînement Argoat. Est-ce que je prononce bien déjà ? Exactement. Alors oui, c'est un nom breton qui vient en dualité de Armor, qui est la mer. Donc c'est bien, on peut bien parler de la Bretagne de la terre, de ce qui se passe à terre. Alors Benjamin, vous avez conçu avec une équipe évidemment cette formation. Moi un peu naïvement, je me suis dit on va former tous ces cadres, tous ces dirigeants à faire quelques abdos, à résister à un enlèvement, on leur met une capuche sur la tête. Non, vous m'avez dit pas du tout, c'est pas ça du tout. C'est un vrai travail cérébral. D'abord, pourquoi avoir eu l'idée de créer cette formation? Il y a autant de demandes que ça, de gestion de crise? Alors, on vient de vivre un moment un peu difficile avec le Covid, comme vous avez pu le voir, et puis c'est pas terminé, il y en aura d'autres crises. Et puis les crises, c'est pas que sanitaire, ça peut être des incendies, des décès, etc. Les armées et la marine nationale en particulier sont expertes en gestion de crise. C'est un peu leur fonds de commerce, quelque part. Donc ça serait dommage de ne pas pouvoir faire profiter aux entreprises tous ces précieux savoir-faire. Donc l'IDXP va transposer ce qui est transposable au profit des entreprises. Et il y a beaucoup de choses que les entreprises peuvent utiliser pour accroître leur performance, pour atteindre un niveau de sérénité qui leur permettra de piloter plus aisément toutes les crises à venir. Alors, il faut préciser à ceux qui nous regardent, parce que souvent les dirigeants ont très peu de temps à consacrer à tout cela. Même si c'est éminemment important, vous avez des sessions évidemment d'entraînement Argoat du 16 au 18 juin, du 25 au 27 août et du 15 au 17 septembre. Ça, c'est les sessions où les gens vont prendre leur petit sac, un calepin et puis ils vont aller rejoindre le site d'entraînement. Au départ, c'est quoi sans bien sûr spoiler votre formation, mais c'est quoi les éléments clés que vous donnez en introduction? Comment vous préparez ceux qui viennent s'asseoir et qui, j'imagine, sont un peu fébriles, inquiets, surpris presque? Alors, c'est un moment déjà, un moment de cohésion, soit intra-entreprise, puisqu'on peut accueillir un comité directeur, un comité exécutif sans souci, ou multi-entreprise. On peut avoir des patrons ou des chefs de services d'entreprise qui viennent se joindre à nous. L'idée, c'est de
travailler autour d'un thème. Donc, il y a déjà 2 formations. Une formation sur l'organisation et la gestion de crise et une formation sur la planification opérationnelle, ce qui est une méthode intellectuelle qui est adaptable à tout. Donc, on va réunir ces managers, ces grands dirigeants, autour de leur domaine de compétences. D'accord, on va développer un thème autour de leur domaine de compétences, on va les planifier et on va jouer ce thème-là pendant 24 heures continues. Alors l'entraînement fait 54 heures parce qu'il y a une partie formation, mais le wargame, le serious game ne dure que 24 heures continues. Dans lequel l'animation va injecter un certain nombre d'événements, d'incidents pour solliciter leur réflexion, leurs pratiques, les pousser à trouver des solutions, les faire sortir de leur zone de confort. Voilà un peu l'idée maîtresse de cet entraînement. Benjamin, donc c'est un cas pratique, effectivement, un wargame, c'est un espace, j'imagine, de réflexion. On travaille en groupe, inter-entreprise ou au sein de la même entreprise. C'est quoi les cas pratiques? Qu'est-ce que vous leur imposez à ces candidats venus, évidemment, de leur plein gré? Alors, on leur impose pas grand-chose, qui viennent et qui soient motivés par cette réflexion. En gros, ce qu'on remarque, si vous voulez, c'est que l'intelligence collective est beaucoup plus puissante. On le sait très bien que la somme des intelligences qui composent le groupe. Donc vous mettez autour d'une table soit le COMEX, soit des grands patrons, on va aboutir, si vous voulez, à un niveau de réflexion, à un niveau intellectuel qui va non seulement servir à ceux qui vont réaliser l'entraînement, mais éventuellement qui peut servir de retour d'expérience pour d'autres thèmes. Mais Benjamin, un cas pratique, c'est quoi les thématiques? Un ou deux exemples que vous avez déjà traités? Actuellement, on peut travailler, par exemple, il y a un sujet autour de la création d'un port, on est dans le domaine un peu maritime, d'un port de construction navale au Nigeria, à Port Harcourt. Vous voyez, ça peut être la mise en place d'éoliennes sur un territoire. Ça peut être pour un niveau bancaire, créer un produit bancaire développable en Afrique ou sur le territoire français, etc., etc. On est très très souple. Donc nous, on va s'adapter. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître un petit peu en amont qui vient jouer le wargame, de manière à ce qu'on puisse nous travailler l'animation, à bien consolider le projet autour. Mais on peut créer des projets dans tous les domaines. La méthodologie des armées est transposable à tous les domaines, puisque c'est une méthode intellectuelle. Benjamin, ce que vous nous citez là comme exemple, c'est finalement un développement d'un produit ou d'une installation en zone sensible. On est déjà dans la crise, là? On est déjà dans une forme de méthodologie de gestion de crise, parce qu'après tout, c'est le développement d'un projet un peu sensible. Oui, pas nécessairement, parce que des éoliennes, nécessairement en France, vous n'êtes pas dans une zone de crise, mais on voit bien que la crise, elle est partout, elle pointe. Donc il faut, en gros, on va travailler sur la résilience. La méthode de planification opérationnelle va permettre, c'est pas du planning, on n'est pas à remplir des cases sur un agenda, on a bien une réflexion stratégique du développement. C'est plus qu'un business plan, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est ça. Quand on développe une entreprise, lorsqu'on crée un projet, on va créer un business plan, on va travailler, etc. La méthode de planification opérationnelle sur laquelle se base cet entraînement est une méthode qui est de très haut niveau, puisqu'elle permet de déployer pour les armées et de créer une opération militaire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais cette méthode intellectuelle est transposable à tous les projets d'une entreprise. Donc c'est un business plan plus. Oui, c'est ça. Benjamin, qu'est-ce qui leur manque? D'abord, ils viennent parce qu'ils ont envie de compléter, je dirais, leur formation, leur capacité d'adaptabilité. Qu'est-ce qui leur manque finalement à tous ces dirigeants, à tous ces cadres dirigeants? Une entreprise finalement est très codifiée et vous décodifiez tout ça, vous les mettez un peu à nu, c'est ça un peu aussi l'objectif? Oui, on les sollicite, on ne décodifie pas, on propose des solutions. On dit voilà, vous faites comme ça, les entreprises fonctionnent comme ça. Nous, on a des organisations qui sont un tout petit peu différentes. Est-ce que vous pensez qu'elles sont plus résilientes? Parce que nous, on n'a pas nécessairement la vérité, peut-être que vous ne l'avez pas, mais en mettant ensemble nos compétences, nos expertises, nos savoir-faire, on va peut-être améliorer l'ensemble des organisations. Ça, c'est un premier point. Cette sollicitation est très importante. Alors, ce qui leur manque aussi, c'est la
planification. C'est ça. À long terme, le long terme, c'est pas 10, 20, 30 ans, le long terme, c'est 50 ans. Il faut consolider. Pour que ça soit solide, nos organisations doivent s'appuyer sur une planification à long terme. Et cette planification à long terme, c'est une réflexion stratégique, beaucoup d'informations, parce que nous, militaires, on parle de renseignement, c'est beaucoup d'études, mais bon, les entreprises le font nécessairement, mais il faut creuser dans ces voies-là. En un mot, avant de nous quitter, on voit quand même bien l'écart entre, je dirais, la vision long-termiste des militaires, des analystes, de ceux qui se projettent, de la réalité des dirigeants qui sont très souvent à court terme. Quand vous dites penser à long terme, pour un dirigeant, c'est à 1 ou 2 ans ou à 5 ans, grand max. Oui, alors, sans polémique ou quoi que ce soit, quand vous prenez le livre blanc de 2008 qui disait ni plus ni moins que la crise pandémique, une pandémie arriverait, vous voyez, en 2008, on avait déjà écrit le mode d'emploi, si vous voulez, de la gestion de la crise à venir. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que finalement on n'a pas été dans la gestion du tout venant, pas du tout venant, mais de la gestion quasiment temps réel des problématiques, sans prendre le recul nécessaire. C'est ça qu'on va essayer de faire passer. C'est essayer d'extraire les dirigeants pour qu'ils puissent prendre conscience de la nécessité absolue de planifier, de prendre du temps, de réfléchir, d'avoir une vision à long terme. Merci. Et on va jouer, pas des sollicités là-dessus. Merci Benjamin. C'est le campus Le Quai Réden pour ceux qui veulent aller jeter un petit œil. Voilà, ça situe aussi le lieu géographique, ça permet d'avoir moins peur. Je précise qu'ils ont à manger, hein, c'est pas Koh-Lanta, vous n'affamez pas vos candidats, ils peuvent se restaurer. C'est un trait d'humour. Donc ils ont une belle hôtellerie qui viennent de rénover. C'est un très très beau site. Allez voir sur Internet le campus Le Quai Réden. Non, mais voilà, c'était histoire de rassurer ceux qui avaient envie de venir. C'est aussi un accueil agréable pour justement pouvoir optimiser ses capacités. 16-18 juin, 25-27 août et 15 au 17 septembre 2021. Et il y en aura d'autres. Après, il y a quasiment un par mois qui est modulable. Si un COMEX veut venir, on peut caler les dates en fonction de leurs impératifs. Leadership, expérience. Puis dans le train, quand vous ferez le voyage, lisez le livre blanc 2008 parce que les livres blancs de l'armée française sont souvent effectivement des pensums qui nous permettent de voir le monde à presque 50 ans. Ce sont des documents précieux. Merci Benjamin Serbe d'être venu avec nous en direct. On a senti les embruns bretons. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. La suite de notre programme Smart et Réglo, le droit, rien que le droit, le harcèlement moral, ça c'est aussi une gestion de crise pour une entreprise à gérer. Je ne sais pas si c'est des cas pratiques qui sont gérés par Leadership Experience, mais le harcèlement moral, oui, c'est un élément sensible aujourd'hui dans les entreprises. On en parle tout de suite avec un avocat, évidemment. Smart et Réglo, le droit, rien que le droit, avec des experts, avec des avocats. Emmanuel Burger, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat en droit social au cabinet Burger, non éponyme. On va parler du harcèlement moral. D'abord, c'est un sujet assez complexe pour les avocats, si je peux me permettre, parce qu'à chaque fois que vous avez un plaignant, j'imagine que la première chose que vous lui dites, c'est « bon, c'est très bien, j'ai entendu, j'ai pris des notes, il faut le prouver ». Exactement, il faut le prouver. Alors, après, évidemment, de mon côté, j'entends aussi bien les entreprises que les salariés. Les deux, mais je veux dire que le régime probatoire étant assez complexe et la jurisprudence très évolutive, c'est vrai que c'est un sujet éminemment complexe. Mais si je dois donner quelques balises, il faut effectivement avoir en tête que pour l'entreprise, vous avez une obligation de sécurité qui est au cœur des obligations contractuelles de l'entreprise, l'obligation de sécurité qui a été longtemps une obligation de résultat. C'est-à-dire que quand bien même vous démontriez avoir tout fait pour éviter des situations toxiques et de souffrance au travail, vous étiez condamné si finalement le harcèlement moral était démontré, automatiquement. Depuis 2015-2016, ça a changé, la jurisprudence a évolué, et maintenant, si l'entreprise démontre qu'elle a tout mis en œuvre pour faire cesser immédiatement le harcèlement moral et pris des mesures de prévention en amont, elle peut effectivement... C'est un garde-fou, quoi. Oui, c'est un garde-fou, ça évite évidemment les abus, les excès. Si l'entreprise fait tout le nécessaire et que malgré tout le harcèlement, s'exerce, elle peut s'exonérer de sa responsabilité. Maître, juste pour qu'elle soit en capacité de se défendre, l'entreprise, puisque c'est d'elle dont on parle, qu'est-ce qu'elle doit apporter comme preuve ? Elle doit dire « j'ai convoqué le salarié, la DRH a pris des mesures, on a séparé les salariés ». Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Quand on parle des mesures, j'allais dire presque curatives, quand la situation est déjà entamée, est dénoncée, que soit les représentants du personnel ont exercé leur droit d'alerte, soit que le salarié a dénoncé des faits de harcèlement moral. Aujourd'hui, il n'y a plus de questions à se poser. La jurisprudence de la Cour de cassation depuis 2019 l'a dit, l'inaction de l'entreprise sera systématiquement condamnée. C'est-à-dire que quand bien même les faits de harcèlement moral ne sont pas démontrés,
si l'entreprise n'a pas été diligente, si elle n'a pas mis en place une enquête interne, c'est le mot, évidemment, c'est ça le concept, l'enquête interne, aujourd'hui, c'est obligatoire. À la moindre dénonciation de fait de harcèlement moral, quand bien même... on n'est pas la preuve de rien, Exactement. on l'engage l'enquête. Aujourd'hui, vraiment, la Cour de cassation, novembre 2019, le dit, l'inaction égale responsabilité d'entreprise. L'entreprise ouvre son parapluie, dit j'ai mené une enquête interne qui va être diligentée par un cabinet externe ou par... Alors, quand elle est interne, c'est-à-dire que c'est en principe une impartialité censée présider. Alors oui, on va y venir aux principes et aux exceptions, si j'ose dire, et à la façon dont elles sont menées. Mais en principe, effectivement, impartialité, représentant du personnel d'un côté, direction de l'autre, et on entend l'ensemble des protagonistes. Je dis bien l'ensemble, et là-dessus, je fais une petite parenthèse. Des auditions, en fait. Des auditions. En principe, évidemment, de la personne qui se plaint de harcèlement moral, mais aussi, évidemment, celle qui est mise en cause, et puis l'ensemble des membres du service, des collaborateurs. L'environnement. Ouais. Et sans avocat, on est d'accord. Hein. En principe, sans avocat, même si, effectivement, l'ANI, l'accord national interprofessionnel de 2010, avait rappelé que l'ensemble des parties doivent être effectivement entendues, et qu'une recommandation de la Commission européenne en 91 avait évoqué que les parties peuvent être assistées de personnes. On voit qu'il n'y a pas sauf si le règlement intérieur le prévoyait, mais ce n'est pas obligatoire. En général, c'est seul à seul. Exactement. Après, point important, on a eu une jurisprudence qui était plutôt, je veux dire, protectrice des droits tout court. Je dirais pas, je prends pas parti plus pour salarié que pour l'entreprise ici, c'est-à-dire qu'une enquête interne, si elle est bien faite, c'est un moyen de preuve pour l'entreprise, vous le disiez à l'instant, pour apporter la preuve qu'effectivement, si elle va sur le terrain disciplinaire, eh bien, elle a la preuve qu'elle s'est engagée sur la sanction de façon fondée. Si en revanche, cette enquête interne a été faite de façon partielle, c'est cette preuve qui s'écroule. Donc l'entreprise doit veiller à vraiment prendre toutes les mesures pour garantir une impartialité, une objectivité la plus totale. Alors mettons les pieds dans le plat, parce qu'il y a des cas de harcèlement où des salariés souffrent réellement, c'est-à-dire qu'ils subissent et non pas que le sentiment de le subir. Et puis honnêtement, il y a des directions qui profitent de l'enquête interne. Tout à fait. Pourquoi ? Pour se débarrasser d'un manager qui coûte trop cher. Vous mettez le doigt sur une vraie problématique que moi je rencontre dans quelques dossiers, et je dirais, je ne sais pas si c'est spécialement récent, mais en tout cas on voit cette tendance poindre, effectivement, avec un management senior qui est visé, et une facilité, et malheureusement une dérive. L'enquête interne, vient de le dire, c'est nécessaire, c'est indispensable. Le problème, c'est que lorsqu'elle est instrumentalisée, et parce qu'on peut l'utiliser, l'enquête interne. Et que vient de dire la Cour de cassation dans 2 arrêts qui, pour moi, me font extrêmement peur. C'est-à-dire un arrêt notamment de mars 2021, du 17 mars, et qui vient dire quoi ? Qui vient dire que l'enquête interne, jusqu'à présent, si le principal intéressé, le mis en cause, n'avait pas été entendu, on considérait qu'elle n'était pas impartiale ou objective. Oui. Il faut entendre l'ensemble des protagonistes. Dont le mise en cause, il doit s'expliquer. C'est la moindre des choses. La justice. C'est un principe, oui. Sauf que, depuis cet arrêt, et moi, honnêtement, je considère que c'est assez fou d'imaginer cela, pour des motivations qui peut-être sont liées à l'espèce, à savoir que le salarié, dit-on, aurait pu exercer des pressions, mais dans l'absolu, c'est toujours possible, sur les témoins salariés eux-mêmes. Et donc, ça veut dire qu'il n'a pas été informé de l'enquête, le mis en cause, ni entendu dans ces cas de cette enquête, et pour autant, le rapport a été considéré comme recevable, dans le cadre des débats jurisprudentiels. Sans qu'il puisse se défendre. Sans qu'il puisse se défendre. On expliquera. Certains viennent dire, oui, mais l'entretien préalable post-convocation à une procédure de licenciement sert à cela. Pour moi, non. Vous êtes déjà au banc des accusés. Vous êtes déjà au banc des accusés. Oui, c'est pas l'enquête interne. C'est pas l'enquête interne. Oui, c'est une autre procédure. C'est une autre procédure, c'est une procédure disciplinaire. Elle est déjà enclenchée. Vous êtes déjà dans l'esprit de l'emploi. Il est déjà condamné. Presque. Mais juste sur cet arrêt qui évidemment inquiète les avocats, ce salarié qui n'avait pas été entendu, est-ce qu'il était réellement coupable ? Est-ce qu'il avait commis des choses qui sortaient du cadre ? Alors, ça, c'est une question. Son recours a été rejeté, mais il est évident que c'est plus difficile de se défendre si une enquête interne à charge est maintenue au débat. Alors qu'un des moyens de défense, c'est de dire aussi, attendez, cet élément que vous me posez, parce que vous savez bien, en tant que salarié, récupérer des attestations en interne, c'est extrêmement compliqué. Les salariés en poste ne peuvent pas parler. C'est plus facile d'obtenir, sans faire de cliché, d'une caricature, des attestations concordantes de salariés en place, avec un lien de subordination, une dépendance économique qu'on connaît. C'est plus facile. Ouais. Et donc, le risque de dérive, pour revenir à cela, c'est cela. C'est-à-dire se dire tout d'un coup qu'il suffirait de 3-4 attestations concordantes, mettant en cause, on pourrait presque dire qu'il y a un subterfuge, une forme de cabale
X. Et de faux témoignages. Et de faux témoignages. Très difficile à rapporter la preuve inverse du faux témoignage. C'est exact. Et dans le cadre d'une enquête interne, on présente cela. Je précisais, Arnaud, pour être totalement complet, le deuxième arrêt que j'évoquais tout à l'heure, c'est un arrêt de janvier 2020 et qui dit lui aussi, nous conservons, la Cour de cassation dit, l'enquête interne n'a pas à être écartée, quand bien même l'ensemble des collaborateurs du service où est mise en cause la personne n'ont pas été entendus. Autrement dit, trier sur le volet les collaborateurs qu'on souhaiterait entendre pour l'employeur, ça permettrait aussi, pour la Cour de cassation, de, malgré tout, conserver l'enquête comme un mode de preuve, le rapport d'enquête comme un mode de preuve sans que recevable. l'ensemble des interlocuteurs n'ont pas été... Sans que l'ensemble des protagonistes susceptibles de... Vous voyez, sûr. donc attention, C'est très grave. attention aux dérives possibles. Nécessité, oui, mais dérives qui sont... Là, vous nous signalez avec ces deux arrêts un léger déséquilibre en faveur de l'entreprise. Oui, parce que le droit au procès équitable, c'est l'article 6.1, Bah oui. c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Évidemment. Enfin, il y a des Et principes là, il n'est fondamentaux. pas équitable le droit Non. de celui qui est accusé. Non, bien sûr, et c'est pas devant le Conseil de prud'homme qu'on peut rétablir une forme de vérité, une forme de justice, mais c'est très compliqué lorsque vous avez un rapport d'enquête qui est au débat et qui restera. Malheureusement, c'est terminé, mais peut-être viendrez-vous nous reparler aussi des détournements de cette expression harcèlement moral pour faire monter les enchères au moment des négociations, parce que certains avocats, on nous l'a dit sur ce plateau, expliquent qu'en y glissant harcèlement moral, Oui, on peut peut-être... C'est un levier intéressant. Voilà, qui fait peur à l'entreprise, même quand il n'y a absolument Parfois rien. opportuniste, Et il très faut le dire aussi. opportuniste. Ouais. Voilà, non, c'était intéressant, passionnant ces arrêts, notamment celui de janvier 2020. Merci Emmanuel Burger de nous avoir éclairé sur cette question, sur ce détournement finalement de l'enquête interne. Avocat en droit social et en droit du travail évidemment, cabinet Burger. Merci d'être venu nous rendre visite. On fait une petite pause, les avocats sont concernés, tout le monde est concerné. C'est la pause café de Fanny Griesmer, tout le monde la regarde évidemment, et tout le monde est concerné parce qu'on grignote. Bah oui, quand on était en télétravail, on avait le paquet de gâteaux à portée de main, c'est de la junk food. Voilà, ça peut cacher des angoisses, ça peut cacher aussi comme ça un appétit pour des mauvais aliments. Fanny Griesmer nous raconte tout, c'est la pause café. Fanny Griesmer, sa pause café et son sourire. Là, on rigole moins. Et ses gâteaux, attention. Voilà, on rigole moins parce que ce que vous nous dites, c'est à la fois du plaisir et en même temps pas que du plaisir. Plaisir coupable, généralement. C'est vrai que au bureau, l'ennemi se cache un petit peu partout, à 2 pas de la machine à café, c'est vrai, mais aussi dans chaque coin de tiroir, sous la forme généralement d'un petit paquet de bonbons ou d'un paquet de gâteaux, une tablette peut-être chocolat au lait, noisette, celle qu'on adore. Et en télétravail, c'est encore pire. Vous l'avez compris, cet ennemi juré parfois, c'est le grignotage. Ça cache quoi, ce grignotage ? En fait, grignoter, c'est mal, en tout cas c'est ce qu'on nous a toujours dit. Bon. Et pourtant, et souvent, souvent, vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous grignotez au bureau. Alors c'est en fait, on mange généralement quand on a faim, et dans ce cas-là, lorsqu'on travaille, c'est que vous avez pris soit un petit déjeuner ou un déjeuner trop léger, et effectivement, vous avez ce petit creux que vous avez besoin de combler. Mais ce type de grignotage, dès lors qu'on mange sans faim, ça cache quelque chose, forcément. Ça cache quoi ? De l'ennui, de l'angoisse ? De l'ennui, effectivement. Vous avez un travail peut-être par à-coups, avec des périodes creuses. Vous ne savez pas comment vous occuper, vous vous ennuyez, vous avez un sentiment de vide. Alors manger quelque chose va vous permettre de vous occuper et momentanément vous faire oublier cet ennui. Mais il y a aussi manger pour calmer son stress. Et ça, on est, je pense, nombreux à le faire. Les journées sont longues, les dossiers s'accumulent, le stress monte. Et comme vous ne savez pas trop comment évacuer cette tension, le seul moyen que vous avez trouvé, c'est de relâcher cette pression et de vous réconforter en vous lâchant sur le paquet de gâteaux. Et oui, alors parfois même en continuant à travailler d'ailleurs, les yeux rivés sur l'écran de l'ordinateur. Donc finalement, vous ne prêtez pas vraiment attention à ce que vous mangez ou plutôt à ce que vous avalez. Et vous avez du mal à vous arrêter. C'est ce que font aussi pas mal de personnes, en tout cas ce que faisaient avant pas mal de personnes, en rentrant chez elles après une journée de travail au bureau. Elle plongeait la tête la première dans le frigo. Dans le frigo, sur le fromage, sur le pain. Exactement. Et le vin, parfois. On grignote aussi, parce que c'est vrai que c'est un rapport très primitif pour se récompenser. Oui, c'est presque j'attends le gâteau. Un rapport à l'enfance. Vous avez peut-être un petit bonbon, un gâteau pour vous récompenser. C'est vrai que si vous venez de boucler un rapport épineux, faut bien marquer le coup. À défaut d'avoir la reconnaissance de votre N+1, vous vous récompensez vous-même avec une petite douceur. Après tout, vous l'avez bien mérité. C'est plus simple et plus accessible. Bon, alors par contre, certains n'attendent pas du tout d'avoir déplacé des montagnes pour dégainer le paquet de madeleine. Grignoter est une activité en soi et même en première place sur votre to-do list. Le reste attendra bien. Bref, vous remettez à plus tard tout, sauf ce petit moment gourmand et régressif. Et on appelle cela
procrastiner. Procrastiner, avec des produits, peut-être que vous en parlerez, mais des produits pas toujours de bonne qualité. Généralement pas sain, Voilà, on va pas craquer sur une pomme. Voilà, on ne fait pas la pomme coupée, on se fait Avec plutôt, une poignée d'amandes. le Kinder Bueno, quoi, pour ne pas le citer. Bah oui, je sais. C'est quoi on est parfois dans une sorte de déchirement, le petit diable et le saint, et on est déchiré en permanence. J'y vais, je le fais, non, faut pas le faire. Totalement. Et ce n'est pas uniquement la vue de cette barre chocolatée qui vous invite et vous conduit à bafouer vos bonnes résolutions. Il n'empêche qu'au bureau, les tentations sont nombreuses, quand bien même vous n'avez pas rempli votre tiroir de petites douceurs. Selon un sondage IFOP pour Lavazza mené en 2019, près d'un salarié sur 2 dit être exposé à des tentations de grignotage sur son lieu de travail, à plus forte raison lorsqu'il s'agit d'une grande entreprise. On pense bien sûr au distributeur à confiserie, avec lequel vous entretenez peut-être une relation suivie. Il vous nargue à chaque fois que vous allez chercher un café. Il suffit d'un petit moment de faiblesse pour succomber à cette fameuse barre chocolatée avec une fine gaufrette et son bon goût de noisette, n'est-ce pas Arnaud ? Si votre volonté est un rempart au distributeur automatique, elle résiste peut-être moins à ce collègue qui arrive le matin au bureau avec un gâteau fait maison ou pourquoi pas avec des viennoiseries. Autant de pouces au crime qu'on laisse généralement à 2 pas de la photocopieuse. À discrétion, c'est dangereux. Quand ce n'est pas votre collègue qui vient vous tendre un piège, en venant vous en vous glissant sous le nez une petite chouquette. Et là, c'est difficile de dire non, difficile de résister aussi. Ça explose, évidemment. Là, on évoquait le bureau. Ça, c'est la relation de travail. Oui. On est rentré depuis quelques jours, mais on télétravaille. C'est pire. Là, placard ouvert. Mais oui, à l'abri des regards en plus. Et pas de le problème de frigo, confiance. les placards à portée de main. Là, c'est encore plus difficile de résister. Je ne sais pas qui y arrive. Des placards, en plus, que l'on a tendance à davantage remplir depuis le premier confinement. Oui. On avait tendance à faire des stocks. Un confinement qui a pesé d'ailleurs lourd sur le moral et sur la balance des Français. D'après une étude menée par l'IFOP, les Français ont pris en moyenne 2,5 kg au printemps dernier, lors du premier confinement qui a duré, je vous le rappelle, 51 jours. Donc 2,5 kg en moins de 2 mois, ça fait quand même beaucoup. La faute au manque d'activité physique, bien sûr, et au grignotage encouragé par l'anxiété et l'ennui. Et en télétravail, il y a cette perte de repères, de cadres, le manque d'interaction sociale, celle que vous aviez avec vos collègues. Et finalement, il est difficile de se défaire de ces mauvaises habitudes qui, sur le coup, nous font du bien, comblent un vide, une émotion, nous réconfortent. Et puis, beaucoup ne s'accordent pas réellement de pause. C'est ça le souci. De pause, peut-être pour prendre un café, pour s'aérer, pour marcher un petit peu, mais même pas de pause déjeuner. Donc finalement, vous avez cette alimentation inconsciente. Vous mangez beaucoup trop sans vous en rendre compte. Et ça, c'est très dangereux. Puis généralement des produits sucrés avec ce petit goût de reviens-y. Le reviens-y, c'est oui. On en prend 2, on en prend 4, puis le paquet est fini. Et ça part vite. Les bons conseils de Fanny Griesmer. Alors je ne sais pas si c'est mes conseils. Non, alors absolument pas. Parce que le premier conseil, c'est boire de l'eau. Il paraît que ça permet de calmer les fringales. Alors pourquoi pas chez certains, essayez, vous verrez ce que ça peut donner. Manger des pommes, disait Chirac. Manger des pommes. Alors privilégiez les encas sains si vous avez faim. Des fruits, pommes, pourquoi pas, des amandes, du chocolat noir, c'est excellent, exactement. Excellent, ouais. Aussi pour la concentration. S'accorder de vraies pauses. Pensez aussi à vous aérer, même si vous n'avez que 10 minutes. Ça vous permettra de sortir une pomme au pommier, quoi. Oui, alors si vous êtes à la campagne, ça peut être pas mal. Vous pouvez aussi vous accorder un vrai goûter de temps en temps, pourquoi pas, un petit retour en grâce du goûter avec les tartines si vous voulez. Puis si vous êtes de retour au bureau, ce qu'on peut vous souhaiter, c'est que la joie de retrouver vos collègues n'encourage pas à multiplier les occasions de fêter les retrouvailles. Les gâteaux, c'est vrai. C'est convivial mais très fatal là. Oui, c'est convivial et fatal. 2,5 kg, gardez bien ce chiffre en tête. Sortez, mettez vos baskets, il fait beau, allez courir un petit peu. Merci Fanny. Activité physique pour compenser. On en a beaucoup parlé sur ce plateau, notamment dans votre chronique, le sport et l'activité. Running ou tout ce qu'on veut, ou activités diverses et variées. Merci Fanny, on fait une courte pause, on va s'intéresser à un sujet, je ne sais pas s'il va nous faire grossir ou maigrir, mais c'est la croissance et l'emploi, ce lien qui est parfois évident, pas si simple d'ailleurs, lorsque la croissance repart, est-ce que l'emploi évidemment part avec, et évidemment le niveau de chômage baisse, c'est pas si simple, notre croissance est bonne, 5,7, mais c'est vrai qu'il faut la mettre en perspective avec notre croissance de l'année 2020 qui évidemment s'était effondrée. On va faire le point avec 2 économistes à travers notamment des études passionnantes, celles de l'OFCE. Voilà, un éclairage économique aujourd'hui dans le cercle RH, et c'est juste après cette pause.
Le cercle RH, on va prendre notre boule de cristal et on va essayer de se projeter à cette rentrée de septembre sur le niveau d'emploi, sur la capacité de relancer notre économie et donc de créer des emplois. On va mettre en lien des choses qui paraissent évidentes. Quand la croissance repart, l'emploi repart, c'est ce que les économistes disent en général. C'est peut-être pas si simple dans ce contexte parce qu'il y a des secteurs particuliers qui cartonnent et puis il y en a d'autres évidemment qui marquent le pas. Donc ce n'est pas évidemment un sujet monolithique. On va essayer de faire le point avec des experts. Bruno Ducoudray, merci d'être avec nous, économiste au département analyse et prévision de l'OFCE. On commentera l'étude d'Éric Heyer dans laquelle vous êtes d'ailleurs abondamment cité, justement sur ces perspectives de l'économie française 2021-2022, avec les incidences, dit Éric Heyer, on citera cette phrase, de la crise Covid sur l'emploi. Enfin, je veux dire, elle aura une incidence, évidemment, on va en parler avec vous dans quelques instants. Et puis Christian de Boissieu est avec nous sur ce plateau. Bonjour Christian de Boissieu. Bonjour. Vous êtes vice-président du Cercle des économistes, professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais aussi de la Fondation Concorde. Je préside le conseil scientifique. Voilà. Parce que Bon, on s'arrête là. on s'arrête là. Vous avez parmi vos casquettes ce livre aussi, Le patriotisme économique a-t-il un sens aujourd'hui ? On parlera aussi de ce qui s'est passé au G7 avec l'idée d'empêcher les Chinois de trop grossir. Et puis des Américains d'ailleurs qui ont tellement de demandes, on nous dit que ça va peut-être être favorable à l'Europe parce qu'ils ne vont pas pouvoir répondre à toute cette demande. Vous êtes d'accord, ça, Bruno Ducoudray ? Oui. Les Américains disent on a une trop forte demande, l'Europe va pouvoir en tirer profit. Sur croissance et emploi, pour faire un peu de base économique. Vous êtes des économistes, vous avez été des professeurs. Il y a un lien direct. Quand on nous dit la France, on va voir le chiffre, 5,7 de croissance, c'est un bon chiffre. On se dit, l'économie est repartie, bien au-dessus des croissances qu'on avait en 2019 ou en 2018. Ça repart ? Ou est-ce que c'est plus compliqué ? Alors c'est bien plus compliqué. Déjà, on n'a pas encore récupéré les niveaux de production de richesse qu'on avait avant cette crise, fin 2019. On est encore près de 5% en dessous du PIB qu'on produisait fin 2019. Donc il y a encore un gros gap. C'est-à-dire que la croissance qu'on va avoir, c'est d'abord rattraper ce gap-là. C'est ça qui est important. On ne l'a pas rattrapé encore, on est d'accord. On l'a pas du tout rattrapé. En termes d'emploi, on ne l'a pas du tout rattrapé non plus. Alors, ce qu'on observe dans les crises traditionnelles par le passé, c'est un lien croissance-emploi qui est que quand on entre en récession, on a des entreprises qui ont leur marge qui se dégrade, qui ajustent l'emploi. Et puis quand ça repart, elles commencent d'abord par améliorer leur marge de production. Et ensuite, elles créent de l'emploi quelques trimestres après. Il y a un délai d'ajustement. Oui, exact. Et cette crise-là, c'est pas vraiment ça qui s'est passé. Ça a été un peu... alors, pour plusieurs raisons, on a eu un ajustement du marché du travail à la crise qui a été complètement différent. D'abord... par le modèle d'investissement et d'argent massif. Alors, oui, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on a une crise qui est de plus en plus sectorielle, ciblée sur certains secteurs, hébergement, restauration, services aux ménages, commerce. Et puis, parce qu'on a eu des dispositifs massifs qui ont été mis en place, notamment l'activité partielle, qui fait que finalement, l'emploi en CDI, c'est quasiment pas ajusté à la baisse d'activité qui est inédite. Inédit cette aide directe pour sauver les emplois, c'est-à-dire. Ah oui, bien sûr. On est d'accord, c'est inédit. Oui. Inédit en France. Inédit en France. Oui. Christian de Boissieu, il faut quand même mettre en perspective le chiffre de 5,7. Donc vous nous dites qu'on n'a pas rattrapé nos niveaux de croissance. Il faut rappeler que l'an passé, 2020, on s'était effondré à 8,2. Moins 8. Moins 8,2. Oui. On est d'accord. Donc il faut mettre en perspective ces deux chiffres quand même. L'année dernière, en 2020, nous étions en dessous de la moyenne de la zone euro, qui est autour de moins 6, autour de. Et cette année, on va être au-dessus de la moyenne de la zone euro, mais c'est un phénomène de rattrapage. Quand vous n'allez pas bien une année, et moins bien, je veux dire, l'année dernière, on a été moins bien que l'Allemagne, et cette année, on va être un peu mieux que l'Allemagne, mais je veux dire, il faut lisser. En croissance, on est un petit peu au-dessus. Oui, mais il faut lisser. Légèrement. Moi, il faut lisser. Il faut lisser les deux années. Parce que les Allemands étaient au moins les deux ou trois années. Sur les problèmes de lien croissance-emploi, il y a clairement, c'est assez habituel un phénomène de retard. Parce que au-delà des aides particulières, spéciales de cette année, avec chômage ou activité partielle, c'est la même chose. On ne va pas jouer sur les mots. Vous avez généralement des phénomènes de thésaurisation de main-d'œuvre durant les crises. C'est-à-dire que les entreprises mettent du temps à ajuster leur niveau d'emploi par rapport au recul ou à la récession, parce qu'elles se disent, si on licencie, il faudra reformer. Il y a un petit délai. Bon, là, le phénomène de thésaurisation de main-d'œuvre,
il a été accentué par le régime d'activité partielle. On les thésaurise, c'est-à-dire qu'on les garde en caisse, quoi. On les garde chez nous. Oui, mais là, ils sont incités à le faire à travers le chômage partiel, Oui. et c'est l'État qui paye. Et je veux dire, pour moi, le débat des prochains mois, c'est est-ce qu'on ne va pas être dans une situation un peu paradoxale où la situation économique pourrait se dégrader, y compris l'emploi, au moment où la crise sanitaire se termine. Bon, et ça, c'est le problème de savoir à quelle vitesse on remet en cause le quoi qu'il en coûte. C'est ça, j'allais y venir. À quelle vitesse on met en cause l'oxygène qu'on a donné aux malades, c'est-à-dire à l'économie. Bon, et donc il y a un tournant, à mon avis, très compliqué à prendre pour le gouvernement. C'est un problème de calendrier pour éviter ce paradoxe que j'évoquais et qui est encore possible devant nous. Alors, c'est quoi? C'est à l'aune de septembre? C'est à la rentrée de septembre? C'est le dernier trimestre? Je termine en disant qu'il y a un effet retard. Moi, ce qui me frappe, étude de ce matin d'Ernst & Young sur le secteur de l'immobilier, ils annoncent pour l'année 2021, ce n'est pas nécessairement pour le court terme, c'est pour les mois qui viennent, 150 000 offres d'emploi, c'est-à-dire volonté d'embauche, et qu'une des questions très importantes, et ça rejoint le débat sur les secteurs en crise, secteurs qui vont mal, c'est les problèmes de désajustement sur le marché du travail. C'est-à-dire le chômage reste élevé malgré l'activité ou le chômage partiel, et on va avoir dans les mois qui viennent apparaître un désajustement à mon avis, qui va être croissant entre les offres et les demandes d'emploi. C'est d'ailleurs, on le vit dans certains secteurs, puisqu'on voit déjà là, et ce qui donne un effet loupe un peu étrange, secteur recherche désespérément salariés qui ne trouvent pas, je pense au service à la personne, dans la construction qui repart très très fort, mais ils ne trouvent pas de main-d'œuvre. D'ailleurs, on va voir la phrase d'Éric Heyer sur les conséquences du Covid, puisqu'on l'a noté, c'est à la page 3 de son rapport, mais comment vous l'expliquez, cette inadéquation entre l'offre et la demande, et effectivement avec ce risque pour septembre, d'avoir peut-être une reprise, mais derrière, pas la main-d'œuvre qui suit. Il y a quoi? Il y a l'effet télétravail, il y a une inadéquation des formations. Qu'est-ce qui se passe? Il y a au moins deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, on revient à cette histoire de secteur. C'est que vous avez eu des secteurs qui ont été très fortement frappés par la crise, qui ont supprimé beaucoup d'emplois. Hébergement, restauration, encore une fois, le commerce sont des secteurs qui sont ajustés très très vite. On a eu une très forte chute de l'intérim. Ils n'ont pas eu de choix, entre guillemets. Et quand ces secteurs-là vont réouvrir ou réouvrent, on a vu dès le premier trimestre, l'emploi dans le commerce a augmenté. Là, quand on rouvre les restaurants, on embauche massivement. Et donc ça fait de l'activité, de la croissance et de l'emploi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous avez des secteurs qui ont été moins frappés par la crise, qui, comme la construction, ont déjà rattrapé leur niveau d'avant. Ils cartonnent, c'est le secteur en ce moment qui cartonne. Recrutent fortement, ils ont beaucoup d'emplois à pouvoir. Et ce qu'il y a, c'est que finalement, on recrute des emplois différents de ceux qui ont été détruits. Et donc, il faut un temps pour que la main-d'œuvre se réalloue. Il faut des formations. Il y a beaucoup de formations qui ont été mises en place. On voit le dispositif explose en ce moment. Un jeune, un emploi notamment, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a aussi ça. Quand les alternants. Les entrées en formation à Pôle emploi, l'alternance, on est à des niveaux records après les réformes. Si je peux, je voudrais envoyer sur la question des jeunes, parce que ça me paraît central. Parce que ça a marché quand même, un jeune, un emploi. Un peu, mais je veux dire... Vous êtes sceptique, là? Non, mais je suis inquiet. C'est pas sceptique. Les 700 000 jeunes qui sont arrivés en septembre dernier sur le marché du travail, est-ce qu'on sait clairement ce qu'ils sont devenus? Moi, je ne sais pas. Peut-être l'OFCE. Moi, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Je pense qu'il en reste encore pas mal sur le carreau. Et en septembre prochain, dans 3 mois, vont arriver 700 000 ou autour d'eux. Ceux qui sortent des écoles. Oui, voilà. Et donc, moi, je suis prof de fac et donc je suis concerné... Vous voyez quand même la difficulté. Non, mais je suis concerné par l'avenir des jeunes qui sont en face de moi. Je ne me contente pas de leur expliquer le monde dans lequel on est ou leur transmettre des connaissances. J'essaye de les aider, mais je veux dire, il faut que les entreprises aussi fassent un effort considérable. Alors, l'État a mis le paquet sur l'alternance, l'apprentissage. Un jeune, une solution d'ailleurs. Nécessaire, mais à mon avis pas suffisant. La réforme de la formation professionnelle, ça, c'est pas uniquement pour les jeunes, c'est pour tout le monde, les problèmes de reconversion. La réforme Macron de la formation... Il y a toujours un délai, Christian de Boissieu. Il y a quand même un petit délai d'adaptation. Je termine, ne soyez pas inquiets, je vais terminer là-dessus, juste pour dire qu'il y a quelques années, avant qu'on lance la réforme, on disait 35 milliards d'euros de formation professionnelle qui se perdent un peu dans la nature. On ne sait pas à quoi ça sert. Aujourd'hui, vous savez combien ça coûte et à quoi ça sert? Moi, je ne le sais pas. Enfin, vous soulevez le débat de l'hydre de la formation.
Non, mais On a créé le CPF, on dit que ça a été la révolution. Non, mais je pense que la réforme Macron sur la formation professionnelle était nécessaire. Elle a permis d'aller vers les régions, le territorial. Mais je pense que je ne suis pas sûr que ça soit suffisant, moi, dans ce domaine-là. Pour rester sur l'emploi, il y a la formation, il y a l'adaptation des salariés ou l'adéquation entre ce qu'on cherche et la formation de ceux qui vont rejoindre ces postes. Et puis il y a quand même des secteurs qui vont toucher des catégories plus vulnérables. Je pense évidemment aux classes moyennes de manière générale, aux CDD, aux intérims. Est-ce qu'il y a un risque de décrochage là en matière d'emploi pour ces populations, puisqu'on reçoit beaucoup sur ce plateau des entreprises d'intérim qui nous disent ça repart, mais on les sent évidemment un peu hésitantes. Est-ce que ça, c'est des catégories qui peuvent décrocher dès lors qu'on va retirer la prise et que l'État sera plus là? Alors, moi, je ne crois pas, parce que justement, ce sont les emplois qui ont été le plus supprimés, et parce que les entreprises ont été empêchées de produire. Et donc, dès lors qu'elles vont réouvrir, elles vont tout d'un coup inonder le marché d'offres d'emploi, mais précaires, de CDD, d'intérim, où on n'est pas certain, par contre, qu'en face, il y ait une offre, parce que on a des gens qui sont restés longtemps chez eux, à pas pouvoir chercher d'emploi, qui sont sortis temporairement du marché du travail. Quand ils vont rechercher un emploi, c'est pas forcément dans ce secteur-là qu'ils vont rechercher. Et donc, il peut y avoir une inadéquation, mais il faut bien quand même se rendre compte que aujourd'hui, on est encore à peu près, en termes de niveau, 300 000 emplois de moins qu'avant crise. Donc il faut le rattraper, ça. On a 300 000 demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en plus, et on a des sorties massives du marché du travail, des personnes qui vont revenir ou qui vont entrer, comme vous disiez, sur le marché du travail à la rentrée. Et donc, on va avoir un phénomène un peu paradoxal, c'est-à-dire qu'on devrait avoir des fortes créations d'emplois dans les secteurs qui Christian Boissieu, on va avoir un chômage haut. Et un chômage qui va fortement monter, a priori, parce que on est encore 5 points en dessous de notre niveau d'avant-crise. On a en plus des secteurs qui font des gains de productivité. Donc, ce qu'on appelle l'écart de production, finalement, il s'est encore plus creusé depuis 1 an et demi, et qu'il va falloir quand même un peu de temps pour combler ça. Et avec la fin des aides, on a quand même l'idée que le plan de relance doit soutenir cette reprise, doit accompagner cette reprise de l'activité. Mais effectivement, est-ce que ça va suffire? C'est pas certain. Bon, il y a un débat entre les économistes en ce moment pour savoir s'il ne faudrait pas faire une rallonge. Bien sûr. Certains trouvent que c'est pas suffisant. Non, là-dessus. Le plan de relance, Christian Boissieu, pour l'emploi. Attendez. Avant de le doubler et de le faire passer de 100 milliards à 200 milliards, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de le mettre en œuvre. Enfin, il arrive là. Il arrive. Sur 2021, on va mettre en œuvre combien? 35 milliards sur les 100 milliards. C'est à peu près l'ordre de grandeur que j'ai en tête. C'est-à-dire que c'est pas dans un an qu'il faut aider la conjoncture. C'est là. C'est maintenant. C'est la rentrée. Je veux dire, la gestion du temps à travers cette crise, me paraît le problème central, y compris par rapport au plan au niveau européen. On vient enfin d'acter, avec les derniers votes des parlements nationaux qui retardaient leur vote, on vient d'adopter le plan de 750 milliards d'euros au niveau européen. Il y a une dizaine de jours. Qui va s'articuler avec les plans nationaux, y compris notre plan de 100 milliards. J'ai l'impression même que l'Europe... Bon, tant mieux, l'Europe accélère, puisque la Commission européenne va lancer un emprunt, si j'ai bien compris, groupé, mutualisé de 10 milliards d'euros dans les jours qui viennent. Mais tout ça, moi, me paraît nécessaire. Je dis simplement que je pense que la fragilité... On va rentrer dans une période électorale qui va être compliquée. Elle est là. Elle est là. Compliquée. Mais bien sûr. Quel que soit le... Et même sur le rapport à l'Europe, si je peux me permettre, et la façon dont on regarde l'Europe. Oui. Ça va être compliqué. Les jeunes, légitimement, demandent d'être insérés et d'avoir un avenir. Ça me paraît normal. Des études, ils veulent un job. Ça me paraît normal. Et oui. Plus que normal. Les inégalités intergénérationnelles sont une dimension importante. Elles existaient avant la crise Covid. Elles sont accentuées par la crise. Je veux dire, tous ces débats, les jeunes, les moins jeunes, etc. Donc moi, je reviens sur la dimension territoriale de notre sujet. J'étais dans un débat autour de cette table il y a, je crois, à peu près 1 an, avec vous. Pas plus d'1 an, parce qu'on a été créé il y a 1 an. Alors 6 mois, sur les zones zéro chômeur, vous vous souvenez? C'est tout à fait exact. Bon, et... Avec l'ancien député socialiste. Voilà, j'avais pas compris à l'époque, et j'ai toujours pas compris pourquoi, même si ça coûte de l'argent, mais je veux dire au point où on en est, quoi qu'il en coûte, pourquoi pas rajouter quelques milliards d'euros au point où on en est, pourquoi pas étendre ces formules qui ont l'air, c'est pas zéro chômeur, mais ont l'air de marcher, y compris vis-à-vis des jeunes. Je comprends pas
on manque d'évaluation et on manque de persistance dans les choses qui marchent. Voilà ce que je pense. La petite phrase d'Éric Heyer, et puis il y a Philippe Crevel sur un long papier sur Atlantico qui évoque cette question de l'emploi et de la croissance et qui dit, un peu comme Christian de Boissieu, il y a des tensions qui s'annoncent à la rentrée et des tensions sociales aussi. Éric Heyer, il dit, malgré la mise en œuvre de mesures de soutien aux entreprises, la brutalité de la récession induite par la pandémie du Covid et les restrictions sanitaires associées devraient avoir des conséquences importantes sur le tissu productif français. J'ai envie de prolonger sa phrase et aussi, je dirais, sur la capacité qu'auront les plus fragiles à se révolter, à vouloir eux aussi dire « mais attendez, on a des milliards qui vont tomber », parce qu'ils vont tomber ces milliards, on les entend depuis des années, des milliards tombent et puis finalement ça ne ruisselle pas. Est-ce qu'il y a ce risque-là aussi d'une fracture, d'une cassure ? Moi, ce que je voudrais d'abord un peu relativiser. C'est au sociologue que je devrais demander. Oui, mais il faut quand même voir que le soutien massif qui a été mis en place, il a évité un ajustement du marché du travail tel qu'il a été connu aux États-Unis. Exact. Donc il y a quand même... Il y a un effet bénéfique. Il y a eu beaucoup de protection. Alors les marges ont été moins... Les personnes qui sont à la marge du marché du travail ont été moins protégées. C'est effectivement là le risque finalement que... tout comme elles ont été moins protégées pendant la crise, qu'elles bénéficient moins de la reprise. Et les autres ont épargné. Et ceux qui étaient protégés, vous vous rappelez les insiders, les outsiders développés par Emmanuel Macron. On connaît le... Vous vous rappelez quand j'enseignais ces choses-là, alors... Bah oui. Mais c'est encore la réalité. Ceux qui sont à l'extérieur du c'est encore la réalité, l'absence de solidarité entre ceux qui ont un boulot et ceux qui en cherchent désespérément. Et c'est le débat aussi sur les salaires, et la liaison salaire-emploi. Bon, je ne vais pas ouvrir le débat. Bon, tout à l'heure, on a parlé vous parliez des boîtes d'intérim que vous recevez autour de notre plateau qui disent ça repart. OK. On va voir ce que va donner la mise en œuvre de l'assurance chômage, qui va entrer en vigueur partiellement le 1er juillet. 1er juillet. C'est un rapport du Conseil d'analyse économique d'Olivier Blanchard et Jean Tirole, au moment où je m'occupais du CAE, qui avait en France proposé le système de malus-bonus sur les contrats courts, qui vient en partie de ce qui se passe dans certains États américains. Bon. L'idée sur le papier est intéressante. On va voir, parce que les contrats courts des chefs d'entreprise que vous recevez dans l'intérim, ceux-là, ils vont être un peu taxés. On va voir comment ils vont réagir. Excusez-moi, ça fait longtemps qu'on parle de cette question des contrats courts, des contrats longs. J'ai l'impression d'en entendre parler depuis 20 ans, que ça n'a pas beaucoup bougé. Oui, mais on n'avait pas pris tellement de mesures incitatives. Là dans la réforme de la chômage. Là, ce qui s'annonce, on régule. D'abord, on baisse les indemnités journalières d'à peu près 17% pour les chômeurs. Et puis, dans quelques trimestres, on va mettre en place un système de bonus-malus qui a ses avantages et ses inconvénients. Parce que vous pouvez très bien être une société dans un secteur qui est soumis à ce système-là, qui embauche des contrats courts, relativement plus que dans d'autres secteurs, mais comme elle est plus bas que ses concurrentes, finalement, elle va avoir un taux qu'elle va payer qui serait inférieur à celui qu'on observe dans d'autres secteurs où il y a moins de contrats courts. Donc elle se retrouverait gagnante finalement. Elle pourrait se retrouver gagnante. Il y a des effets pervers. Moi, ma réponse par rapport à cette question légitime, c'est de dire inciter à faire des contrats courts. Il faudra évaluer le système, ce qu'on fait pas assez en France après 1 ou 2 ou 3 ans d'expérience, et le corriger. Je veux dire, pour moi, la politique économique, c'est pas quelque chose qu'on lance comme ça d'en haut et qu'on corrige pas au cours du temps. La France manque de culture d'évaluation, en particulier sur tous ces problèmes de politique de l'emploi. Avant de nous quitter, la France, alors on la compare souvent à l'Allemagne, je le disais, son taux de croissance est légèrement supérieur, là en tout cas pour 2021, mais c'est pas cocorico. Mais pas cocorico, parce que on reste pondéré sur ce bon résultat. Septembre, vous regardez comment et quels sont les chiffres que vous attendez, quels sont les indicateurs, vous l'économiste, où vous dites qu'il faudra être très très vigilant là en matière d'emploi? Alors il y a voir que dès lors qu'on réouvre les secteurs, on a bien les créations d'emplois attendues, et puis de voir finalement comment se traduisent ces tensions, parce que est-ce que ça va générer des tensions salariales ou pas? Moi, j'y crois pas vraiment. Petite inflation par ailleurs. Globalement, je pensais exagérer. Je pense que c'est vraiment on crie un petit peu au loup, parce que les emplois qui ont été détruits, c'est plutôt des emplois précaires, donc c'est pas là où on voit les fortes progressions salariales. Et par ailleurs, si on se souvient bien, en 2017-2018, quand on a eu beaucoup de création d'emplois, on avait des tensions sur les recrutements, on n'avait pas de tension salariale. Par contre, un effet bénéfique, ce qu'on voyait, c'est que les taux d'embauche en CDI étaient plus élevés, parce qu'il faut bien attirer quand même les talents. Il faut bien dire,
motivés. On a des offres qu'on a du mal à pourvoir parce que les conditions d'emploi et les conditions salariales. Il faut donner un peu d'envie. Hein. On donne envie en proposant un CDI plutôt qu'un CDD, et ça peut être plutôt positif. Moi, je regarde, qu'est-ce que j'ai regardé comme vous, j'ai regardé le chômage, et le chômage des jeunes, par rapport au débat qu'on vient d'avoir. Qui est important. Avec le creusement, le creusement de l'écart sans doute probable, il est déjà fort entre le chômage global et le chômage des jeunes, ça risque de s'accentuer. Je vais regarder les indicateurs de confiance et défiance, en particulier du côté des ménages. Qu'est-ce que les ménages français vont faire des 160 milliards d'euros d'épargne additionnelle? Ça va être très important par rapport à la question de la reprise et du rythme de croissance. C'est le moteur aussi. Ils vont jouer. Je ne veux pas négliger l'investissement des entreprises, du côté des entreprises. Non, mais ils sont un moteur. Je dis les problèmes. Là, ça va être quand même très, très, très important de savoir s'il va y avoir une remise dans le circuit d'une partie de cette épargne additionnelle ou pas. De la consommation, de la relance qui induit derrière des emplois. Vous reviendrez en septembre, parce que septembre, c'est important, c'est le moment où tout va commencer vraiment. Si vous nous invitez. Évidemment, vous êtes toujours les bienvenus sur ce plateau, Christian de Boissieu. Merci à vous, Christian, d'être venu sur notre plateau, président du Cercle des économistes, et puis le vice-président. Vice-président. Oh là là, parce que vous allez me brouiller avec Lorenzi. Mais oui, monsieur Lorenzi, quel bienvenu lui aussi, vice-président du Cercle des économistes, et puis vous êtes président du conseil scientifique de la Fondation, et puis le patriotisme économique a-t-il un sens aujourd'hui? Je remercie Bruno Ducoudray, économiste et pas sociologue au département analyse et prévision. C'était plus qu'un compliment, il est à la fois économiste et sociologue. À vous c'est ça, la double casquette. Et à lire cette étude très approfondie d'avril 2021, signée par Eric Heyer. C'était un plaisir, messieurs. On termine par Fenêtre sur l'emploi. Tiens, c'est intéressant, on ne parle pas suffisamment, je trouve, des ultramarins, et on va parler du service militaire adapté. Ça fait 60 ans qu'il existe, ça permet à des jeunes d'avoir une seconde chance, tiens, et peut-être même après ce SMA, de trouver un emploi et de reprendre le chemin du travail. C'est Fenêtre sur l'emploi, et on en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. On va parler du service militaire adapté. On ne parlera pas du départ du général Lecointre. Je vous vois sourire, général Thierry Laval. Merci d'être avec nous. Vous êtes commandant du service militaire adapté. 60 ans ? Exactement. 60 bougies ? Exactement. Et en 1961. L'idée pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de ce dispositif, c'était quoi ? C'est quoi aujourd'hui ? Alors le SMA, c'est un dispositif militaire mis à la disposition du ministre des Outre-mer et dont la mission est l'insertion sociale et professionnelle des jeunes ultramarins. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire que très concrètement, on permet à tous les jeunes ultramarins de 18-25 ans ? Alors nous accueillons les jeunes à partir de 16 ans. 16 ans. L'âge moyen de nos jeunes volontaires est 20 ans. 20 ans. Et nous les accueillons sans condition de diplôme particulièrement, et même si nous avons des diplômés. Et nous accueillons des jeunes qui sont assez éloignés de l'emploi, très éloignés de l'emploi. Voilà. Et à qui nous proposons le projet suivant, entrer au SMA, se s'en sortir. C'est simple. Aussi simple. En matière de recrutement, parce qu'il y a des bureaux de recrutement de l'armée française, plusieurs grandes villes de France, toutes les grandes villes de France pour le moins. Comment ça se passe? Vous allez dans les établissements, vous allez dans les lycées. Ce sont des jeunes éloignés de l'emploi, donc qui ont quitté leur cursus scolaire et qui n'ont pas d'emploi. Comment vous allez les voir? Comment vous les touchez? Il faut bien comprendre que même si nous sommes un dispositif militaire, en fait, nous n'avons absolument rien à voir avec la chaîne de recrutement des armées. Parce que le recrutement des armées, c'est fait pour les combattants. Nous accueillons des jeunes qui vont faire, c'est du social, sous statut militaire, un parcours de, en moyenne 8 mois, de 6 à 12 mois, et dont la vocation est de trouver un emploi dans le secteur civil, le secteur marchand. Voilà. Et donc pour ça, nous les recrutons nous-mêmes, et avec nos partenaires, en nous appuyant sur les mairies, les communes, les entreprises, tout le maillage territorial pour recruter nos 6 000 jeunes par an. Concrètement, ils rentrent dans ce cursus de 8 mois. Qu'est-ce que vous leur apprenez? Parce qu'on le sait, l'armée, c'est la discipline, l'ordre, le respect des consignes. C'est parfois ce qui manque un peu aux jeunes. On ne se lève pas forcément le matin, on va pas. Ça recadre quand même l'individu. Vous êtes en train de décliner nos 5 règles d'or. Voilà. Le matin, je me lève, je suis à l'heure, en tenue, je travaille en sécurité, en équipe, et je me respecte d'abord mes camarades et mes chefs. C'est ça. Voilà. Ça, c'est les 5 règles. Nos 5 règles d'or, voilà, c'est le b.a.-ba. C'est la base. C'est ce qu'attendent en fait les chambres d'entreprise. C'est pour ça qu'ils viennent chercher les jeunes chez nous. Juste comme ça, parce que le SMA est méconnu
et c'est important qu'on en parle sur ce plateau, est-ce qu'ensuite il y a des vocations chez ces jeunes qui, certains vont partir dans le secteur marchand, et c'est la vocation du SMA, puis certains vont dire, mais moi ces 5 règles, elles me vont bien, j'ai appris à me structurer, je voudrais intégrer l'armée. C'est ce que nous disent les jeunes. Les jeunes nous disent, moi ici, ce que j'ai appris à être poli, j'ai appris à être respectueux. Et les jeunes s'insèrent à plus de 80% sur leur territoire, dans l'activité marchande. Voilà. Et nous ne sommes pas une chambre de recrutement pour les armées, mais nous n'interdisons pas non plus à un jeune qui aurait envie de poursuivre une carrière militaire de le faire. Bon an, mal an, c'est un peu moins de 10% de mes effectifs par année, chaque année. Voilà. Quand vous dites en tenue... Une classe 600 jeunes par an. Survêtement, en général, ou c'est vraiment tenue militaire, c'est-à-dire qu'ils intègrent un espace qui est une caserne et ils prennent leur pactage. Alors, ils perçoivent un pactage, bien sûr, mais ils perçoivent aussi tous leurs équipements individuels en fonction de leur métier. Voilà. Donc, je suis dans la tenue du métier que j'ambitionne d'exercer. C'est-à-dire que dans le recrutement, dans la rencontre que vous avez dans un premier temps avec les recruteurs, ceux qui vont les faire rentrer, on leur demande, tu vas être peintre ? Tu préférerais être plutôt dans la menuiserie ? On est d'accord. Et ils vont être ventilés ensuite dans les secteurs qui correspondent à leur... Absolument. Et pour les indécis, pour ceux qui ne savent pas, il y en a. Et nombreux bien sont ceux-là, eh bien, nous avons des filières découvertes où nous les accueillons. Nous leur délivrons la formation humaine et citoyenne. Et puis après, nous allons leur montrer les différents métiers possibles. Et là, les déclics s'opèrent et ils choisissent leur filière et après, ils s'engagent sur leur formation professionnelle. Sans langue de bois, mais en général, combien de jeunes abandonnent en cours de route ? Alors les abandons sont de plusieurs natures. Ils peuvent être soit disciplinaires du fait de l'autorité militaire, soit l'individu qui peut avoir trouvé un travail par ailleurs, c'est très différent, ou qui a un problème personnel à gérer tel que sa vie chez nous n'est pas compatible. C'est 7%. C'est un petit 7%. Donc c'est un très bon chiffre. C'est très raisonnable, oui, c'est très raisonnable que je mets au regard des plus de 80% d'insertion de tous ceux que nous conservons. La promo SMA, la nouvelle promo, elle démarre quoi, en septembre ? En fait, c'est en permanence. Tous les mois, j'ai des recrutements roulants. Et qui viennent nourrir. Et dans certains mêmes régiments, sur certains territoires, j'ai des recrutements tous les 15 jours. Puisque ce que nous cherchons, nous, c'est pas dérouler une mécanique, c'est d'être au service des besoins des entreprises. Et au plus près. Et donc nous faisons de la GPEC avec les entrepreneurs. Nous avons un cycle de réunions, de rencontres pour définir quels sont leurs besoins à venir. Et nous sommes capables d'ouvrir très rapidement des filières professionnelles. Par exemple, une entreprise veut se développer, il lui manque une quinzaine de conducteurs transport en commun. Eh bien, on va mettre en place la formation, le recrutement, un emploi sécurisé quasiment, et puis de la mécanique tourne. Et se renouvelle sans cesse. C'est passionnant parce que la boucle est bouclée avec le début de notre émission. Je ne sais pas si vous étiez présent, mais on avait un ancien officier de marine qui s'occupait de la gestion de crise et il nous disait que l'armée, une de ses forces, c'était la planification. Et l'adaptation. Pour répondre aux besoins, et ça marche. Marché des entreprises. Combien de jeunes là concernés au total 6 000 par an. 6 000 par an. 6 000 par an répartis sur 7 territoires, sur les 3 océans des territoires d'outre-mer. L'action sociale d'intégration et de formation vers des emplois pérennes de ces jeunes qui ont été pris en charge et remis un peu droit, quoi, un peu sur leurs jambes. Remis en réalité sur leur véritable potentiel. Sur leur réalité, leur vrai potentiel. Ouais, leur vrai potentiel, ouais. C'est quoi qu'on ait pu dire d'eux avant. Ouais, exactement, malgré l'image qu'ils avaient d'eux aussi d'ailleurs avant. Exactement, l'estime de soi, un facteur majeur. La confiance, l'estime de soi. Merci mon général d'être venu sur notre plateau. Thierry Laval, vous êtes le commandant du service militaire adapté SMA. Vous l'aurez compris, il marche évidemment avec le ministère de l'Outre-mer, dirigé par dans le ministre et Sébastien Lecornu. Voilà, qui exerce la tutelle sur le SMA. Double manette autour de ce SMA, ça fonctionne, ça crée de l'emploi. Allez jeter un œil peut-être pour vos... C'est même rentable socialement. Nous avons mené une étude, un économiste spécialisé dans les Outre-mer a montré que nous dégagions un bénéfice, une espèce de TRI de entre 8 et 17% selon les années. Merci mon général, on est très en retard, hein. On planifie nous aussi beaucoup dans l'émission Smart Job, on essaie d'être rigoureux. Merci à toute l'équipe, merci à Romain-Luc à la Réal, merci à Guillaume pour le son, merci à Fanny Griesmer, Pauline Gratel et merci à Margot pour l'accueil invité. Je serai là demain, je serai à l'heure évidemment. D'ici là, portez-vous bien, restez fidèles à tous nos programmes et ils sont riches et variés sur Bismart. Bye bye, à demain.